Donc, aujourd'hui, on va parler de Growth Sprint, trêve de plaisanterie. Ça me rappelle un petit peu le sketch de Coluche. Tu sais, il y avait la lessive, il y avait Homo, puis maintenant, il y a le nouvel Homo. Donc, il y avait l'Homo, il avait blanc, mais là, il avait encore plus blanc. Alors, est-ce que moi qui ai besoin de comprendre si on est dans le concept fumeux de consultant ou si c'est vraiment un truc qui sert, d'abord, avant que tu me parles du Growth Sprint, j'aimerais que tu me parles du sprint. C'était quoi le sprint? Alors, le sprint, c'est un concept qui est porté par la méthode agile. Et donc, c'est l'idée de travailler en étapes courtes. Alors, dans la méthode agile, on recommande, l'Agile Manifesto recommande, ou les gens en agile en général recommandent des sprints de 15 jours. Donc, on fait des plans à 15 jours et pas des plans à 3 ans. D'accord, donc ça c'est la base du sprint, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de boîtes, moi j'ai découvert ça avec notre Pintalev, qu'il y a plein de boîtes qui bossent en agile comme ça sur des projets de 15 jours maxi. Alors, c'est pas le projet qui fait 15 jours, mais c'est l'objectif qui fait 15 jours. Donc, on part du principe que comme on ne connaît pas le résultat qu'on veut, comme on a des doutes sur on sait où on va, mais on a des doutes sur la façon d'y aller. Et donc, au lieu de prétendre qu'on sait, on se dit, ben non, on sait pas. Donc, au lieu de prendre un risque à planifier sur 1 an, 2 ans, 3 ans, comme c'était le cas traditionnellement dans un monde qui était linéaire, on se dit, on va éviter ce risque et on va planifier à petits pas de 15 jours. Et tous les 15 jours, on va faire un point et on va regarder ce qui s'est passé. Et selon ce qui s'est passé, on planifie le sprint suivant. Alors, il y a des entreprises qui font des sprints en général, c'est 15 jours, mais il y a des entreprises qui font des sprints d'une semaine, des entreprises qui font des sprints de 3 semaines, des entreprises qui font des sprints d'un mois. Au-delà d'un mois, c'est plus un sprint. D'accord. On est d'accord qu'on parle surtout de développement et de techno. C'est une utilisation liée aux entreprises de la tech. Alors, c'est une utilisation qui commence donc par les ingés, par la tech, par des ingés qui sont, en gros, l'origine de l'agile, c'est la frustration. C'est la frustration de sans arrêt. Alors, il y a plein d'origines, mais on pourrait me challenger sur le sujet, je préfère le dire tout de suite, mais l'origine principale, selon moi, c'est la frustration et c'est le fait qu'on avait marre de faire des promesses qu'ils n'arrivaient pas à tenir, soit sur le plan du temps, ça dépassait tout le temps, soit sur le plan du budget, ça dépassait aussi tout le temps. Parce qu'évidemment, ça dépassait négativement. C'était toujours négatif, le résultat, pas positif. Ça allait pas plus vite, ça allait toujours moins vite et plus cher. Donc, à partir de cette frustration, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de mal? On est quand même, là, on parle, un des types qui a été à l'origine, c'est quand même un ingénieur de l'aéronautique de l'armée américaine, hein, pas tout à fait un imbécile. Et les types, ils se disaient, c'est incroyable, on est tous des ingés, on est tous super diplômés, et on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tenir nos promesses, il y a un problème. Et ils se sont dit, le problème vient qu'on fait des promesses sur des choses où on n'a pas la totalité des informations. Voilà. Et à partir de ce moment-là, n'importe quel bout d'information vient tout changer. Parce qu'il y a l'interaction entre les éléments. D'accord. Donc ça, c'est le sprint. Ça fait quoi? Combien d'années? 10 ans? 15 ans que ça marche? Oh, non, ça fait plus que ça. Ça fait le sprint, ça fait bien, je dirais bien 20 à 30 ans. Là. Ah ouais. L'origine, ouais. Ok, donc ça, c'est le sprint. Et toi, tu as constaté, toi et d'autres, j'imagine, que même ça, même en voulant être agile, même en voulant tout améliorer, il y a quand même quelques petits problèmes qui perdurent. Alors, oui, on va se concentrer aujourd'hui sur le problème de la production. Ouais. Mais le sprint n'a pas été inventé pour manager une entreprise. Donc déjà, ça, c'est le premier problème. Mais on développera un autre jour. Mais dans la production, il a été pris en main par les gens de la tech. Mais le contraire du sprint, le contraire de l'agile, c'est de faire du waterfall. Okay, donc, c'est de faire des choses qu'on prévoit à l'avance, qu'on planifie, blablabla. Et alors, évidemment, ça pose un problème quand dans une entreprise, il y a un morceau d'entreprise, du projet, je ne parle même pas de l'entreprise ici, du projet qui avance en sprint, le tech, et les autres morceaux qui avancent en waterfall. Par exemple, si tu fais le design de ton application en waterfall et que tu fais le reste en sprint, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu te retrouves à faire du travail qui ne sert à rien. En gros, du côté du design, par exemple. Ça ne sert à rien parce qu'on n'en a plus besoin, parce que le sprint a changé la nature de ce que tu devais faire. Juste pour préciser, pour peut-être ceux qui ne savent pas ce que c'est que le waterfall, si moi j'ai bien compris, parce que c'est quand même là aussi un concept formalisé, c'est qu'en gros, tu fais un projet, tu lances une action, quand l'action sera terminée, on passe à l'action d'après, et ainsi de suite. C'est en cascade jusqu'au produit fini, et ça peut prendre 8 mois à partir de trucs, et si ça bloque là, ça bloque. Alors,
c'est à peu près ça. Donc l'idée, si tu veux, le waterfall, c'est l'organisation traditionnelle d'une entreprise, c'est-à-dire que, mettons qu'on veut créer un nouveau produit et on se dit, bon, ok, donc je vais faire une recherche de marché. Donc ça, c'est la première chose. Quand j'ai fait ma recherche de marché, je vais décider d'une stratégie. Ok. Deuxième chose, quand j'ai décidé de ma stratégie pour mon produit, je vais définir ce produit. Donc ce qu'on appelle le cahier des charges. Et ce cahier des charges, son but, c'est de capturer un maximum d'informations pour pouvoir exécuter ce produit. Okay. Et alors, souvent, on passe beaucoup de temps déjà dans toutes ces étapes dont je te parle. Là, la recherche de marché, on y passe 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. La définition du produit, pareil, on y passe un temps, des fois 1 an à définir le produit, quand les produits sont gros. Et puis ensuite, on dit, à partir du moment où j'ai défini mon produit, ça y est, maintenant je vais exécuter. Et alors là, on se fait un plan d'exécution sur des gros marchés qui partent 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus loin. Mais le problème, c'est que tu as un cahier des charges. Et donc, tu ne peux plus sortir du cahier des charges, parce qu'à la minute où tu sors du cahier des charges, évidemment, tu vas soit avoir un impact sur le budget, soit avoir un impact sur le temps, soit les deux, en général. Okay. Et donc, ça marche quand tu es dans un concept linéaire. Si tu es en train d'imaginer une chaîne de montage de voitures, ça, c'est à peu près prévisible, parce que tu comprends tous les morceaux de la chaîne de montage de voitures. Mais quand tu es sur un sujet, par exemple, parlons de Facebook, personne, même pas Zuckerberg, avait imaginé Facebook aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, quand il a commencé à faire son Facebook, qui était un truc pour faire des commentaires sur les filles à Harvard. Donc de là à ce qu'est Facebook aujourd'hui, personne n'avait fait le plan pour que ça y soit. Donc ça marche quand c'est linéaire, quand les choses, je veux dire, même si elles sont compliquées, elles s'enchaînent et on a toutes les informations, ce waterfall, mais quand on a une idée de là où on va, mais qu'on n'a pas l'information nécessaire, ce qui est le cas dans la plupart des projets qu'on fait aujourd'hui en digital, on peut pas, ces plans ne marchent pas. Donc on est obligé de changer le plan en cours de route, parce qu'on a au départ, en réalité, dans la plupart des business qu'on fait, on a 5-6% de l'information. Et tout le reste, c'est de l'inconnu. Alors il y a des hypothèses, évidemment. Et donc il faut donc changer en cours de route. Et donc, ton plan, il vole en éclats, quoi. Il vole en éclats et tu as passé 1 an à faire des requirements, tu as passé des années à faire tes mois, à faire tes études de marché, mais à la minute où tu pars à la guerre, c'est foutu, quoi. Il faut que tu recommences. Ton plan, il vole en éclats. Et donc, c'est ça, le waterfall. Ouais, ça, c'est clair. Donc, après, le sprint est arrivé pour réduire tous ces délais. Donc, on travaille par projet de 15 jours et on voit et on s'adapte. Et donc, toi, à quel moment tu as commencé à voir les limites de cette façon de faire du sprint traditionnel, on va dire? Alors, j'ai eu plusieurs alertes comme ça il y a plusieurs années. La première alerte, c'est un de mes clients qui me regarde et qui me dit « C'est super vos sprints, là, vous faites de la vélocité, ça va vite. Mais moi, comment je sais que ce que vous développez, ça me rapporte de l'argent ?» Je me suis dit, c'est pas con comme question, là, quand même. Et donc, il voulait savoir un retour sur investissement. La deuxième alerte que j'ai eue, c'est aussi un gros projet avec un média que vous connaissez tous, un très gros média international, et où on devait faire, nous on avait que la partie développement à faire de notre côté, et de leur côté ils avaient le design et le UX à faire sur cette partie. Et là tout d'un coup, nous on a fini, et eux ils n'ont même pas commencé le design. Nous on est à 6-7 mois d'avance, et eux ils sont toujours en train de se demander la taille de la typo, la couleur du bandeau, etc. Et donc ils vont finir, ils vont nous ralentir, et ils vont faire des choses dont on se moque complètement, parce que déjà le projet a évolué, et eux ils n'ont pas pu suivre. Ouais. Et donc là, entre ces contraintes business et ces contraintes et un troisième cas que je peux vous donner, c'est de me retrouver dans une réunion où les mecs de la vente avaient vendu des features. Alors j'ai le patron de l'entreprise qui me dit « Mais Jeff, faut vite qu'on développe ça, parce que les mecs de la vente ont promis ça aux clients, et c'est pas dans la roadmap. » Voilà, donc ce besoin de s'adapter en permanence, il ne se réduit pas à la tech. Un produit, c'est un ensemble. Et donc, c'est quand j'ai vu ce genre de problématique apparaître, je me suis dit, il faut passer tout le monde dans le sprint. On ne peut pas se permettre d'avoir une partie de l'équipe qui pense d'une façon et une autre partie de l'équipe qui pense d'une autre façon. D'accord. Donc, à la base, c'est une innovation tech que tu vas essayer d'étendre à toutes les parties de l'entreprise, le marketing, la finance, la prod, la vente, tout.
voilà, à l'intérieur d'un projet. À l'intérieur d'un projet. Voilà, quand on parle du gros sprint, on est en mode production. Donc, on est en train de parler projet par projet. Je ne suis pas en train de dire on va tout mélanger dans l'entreprise. Oui. Non, je suis en train de dire comment j'exécute un projet où je réduis la perte de temps et où je réduis la perte d'argent. Comment je rends le projet le plus efficace possible dans un contexte incertain. Et donc, c'est quoi les principaux défauts du sprint quand tu les as identifiés ? Oui, alors, le premier défaut, et c'est déjà ce que j'ai un peu exprimé, c'est que pour l'instant, on n'y met souvent que la tech. Okay, donc, le reste de l'entreprise, le marketing n'y est pas, le HR n'y est pas, le design n'y est pas, le PR, les relations presse n'y est pas. Et donc, il y a un décalage, donc on se retrouve, la vente n'y est pas. Donc, premier constat, c'est souvent que tech. Deuxième constat, la façon dont ils décident dans les sprints, c'est souvent, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le concept du HIPO, c'est highest paid person in the company. Donc c'est l'opinion du mec qui a plus de pouvoir en gros. Donc ce qu'on met dans le sprint, dans un sprint, on va y mettre des choses à exécuter tous les 15 jours. Et souvent, la motivation qui est derrière, c'est celui qui, passe-moi l'expression, qui gueule le plus fort, quoi, ou celui qui a le plus de pouvoir. Et ça va pas tellement avec la direction business. Et chacun voit la direction business à sa porte, si tu veux. Okay, et ça, je me suis dit, il y a un truc qui marche pas là. On peut pas avancer en ayant les services qui se battent entre eux pour arriver à mettre quelque chose dans le sprint, quoi. Parce que dans un sprint, il y a quand même un chef d'orchestre. Alors, il y a un chef d'orchestre. Ce qui est important de comprendre avec les sprints, c'est que l'agile a un peu retourné la responsabilité. Donc, le chef d'orchestre dans le sprint, c'est le Scrum Master. Il n'y a pas de project manager dans le concept de l'agile. On va tuer les gens avec tous nos lingos. Tu sais quoi, on fera un petit glossaire. Glossaire. Non mais sérieux. Oui, je pense qu'il faut faire ça. Donc le chef d'orchestre, c'est un Scrum Master. Il n'y a pas de project manager en agile. Et c'est le Scrum Master. Mais la façon dont les choses sont... On planifie le sprint avec le Scrum Master. Et là où ça se retourne, c'est pas le Scrum Master qui dit aux gens, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. C'est l'inverse. Le Scrum Master, il dit, voilà, c'est une liste de choses qu'il y a à faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et les gens acceptent de faire quelque chose et s'engagent à faire quelque chose. Donc, on renverse la responsabilité dans le sprint. Donc, le chef d'orchestre, c'est le Scrum Master, mais le concept, c'est les gens décident de ce qu'ils vont mettre dans le Scrum. On ne leur impose pas ce qu'on met dans le Scrum. D'accord. Donc après, à partir de là, toi, tu as réfléchi parce que, en fait, c'est quoi? Ça vient de toi, toutes ces idées à la base? Alors, oui, ça vient de... moi, ce que j'ai fait, ça vient de moi, oui. Le concept du gros sprint en production, on va dire que ça vient de moi, mais j'ai pas inventé grand-chose. J'ai connecté, si tu veux... moi, mon job, c'est de connecter les dots. Comment je rends le business plus efficace, okay. Donc, tout ce que j'ai connecté, ça existe déjà. Je n'ai rien inventé de tout ce qui est connecté. Moi, mon job, ce que j'ai inventé, c'est la connexion. Voilà. D'accord. Quand je dis inventé, je ne suis pas le seul à avoir inventé, qu'on soit clair. Donc là, je me suis dit, comment on fait arriver, qu'est-ce qui manque à ce sprint aujourd'hui et comment on le transforme, et on a appelé ça le growth sprint. Voilà. Et pourquoi growth? Parce que growth, c'est business. Donc déjà, le nom était de dire, le sprint, il est orienté business d'abord. Les choix qu'on fait dans ce sprint sont orientés business d'abord. Donc, pour ce faire, on a mis au point un outil qui s'appelle le DICET Score. Et c'est un score qui permet de décider, c'est un score business, on peut mesurer chaque initiative à travers ce score. Et ça nous aide donc, sur la base du score de l'initiative, à décider de ce qui va dans le sprint ou pas, déjà pour commencer. Donc ça, c'est le premier point, business. Et donc, la méthode du growth sprint, comment ça marche, en fait? Alors, ça marche comme un sprint normal, ok. C'est-à-dire, par exemple, ça demande, l'avantage, c'est que ça ne demande pas, si on est déjà en sprint, ça ne demande pas de changer du tout la façon dont on marche. On reste dans le sprint, mettons, vous êtes sur un sprint de 15 jours, vous restez dans votre sprint de 15 jours. Donc, la première chose que vous faites, vous rajoutez des gens dans le sprint. Pas la peine de rajouter tout le monde en même temps. Nous, la façon dont on le fait, par exemple, Mélanie Jalland, qui est venue parler pour Playback, qui a adopté le growth sprint, on le fait petit à petit. Donc, on commence là où c'est le plus facile. Donc, on a déjà les développeurs en sprint, on va rajouter petit à petit le UX et le UI, on va rajouter
le marketing, et si on a des relations presse, on rajoute les relations presse, rajoute la finance, rajoute les ressources humaines, parce qu'évidemment, comme les choses changent, on a besoin que tout le monde entende ce que les autres disent. Voilà. Donc la première chose, on va mettre dans le sprint, tout le monde va travailler au rythme du sprint, petit à petit. Donc tous les requirements, ce qu'on appelle en agile les user stories, il y a des user stories marketing, il y a des user stories UX, il y a des user stories technologiques. Donc tout ce qu'on a à faire, si tu veux, est mis dans un seul backlog, dans une seule liste, et l'équipe travaille, toute l'équipe du projet, au lieu que ce soit juste les développeurs, travaille ensemble à ce projet. Donc ça, c'est le premier élément du growth sprint. D'accord. Et alors, quel est le deuxième élément du growth sprint? Le deuxième élément du growth sprint, c'est qu'il faut innover en permanence. On pense, avec d'autres, que dans un monde incertain, dans un monde où on ne connaît pas les réponses à l'avance, on a besoin de tester en permanence. Donc, dans la notion du growth sprint, on a rajouté la notion de minimum viable test. Donc, le growth sprint 1, on met tous les gens engagés dans le projet dans un seul backlog. Et 2, on teste au maximum. Donc, on veut, à la rigueur, se retrouver dans une logique où rien ne rentre dans le sprint tant qu'il n'a pas été testé avant. Et ces tests s'appellent des minimum viable tests, des MVT. Voilà. Et donc, c'est une façon d'exprimer des tests. Et ce qu'on veut, c'est que dans le sprint, il y ait le plus de tests possible. Plus on essaye, plus on capture de la data, plus on a de réponses. L'échec, quand on mène un projet, c'est de faire des choses sans savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est pas de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça, c'est un succès. Qu'on ait une réponse quantitative en data qui nous dise on avance sur la bonne route ou on avance sur la mauvaise route, c'est une réussite dans les deux cas. Parce que j'ai capturé de la data et petit à petit, je me dégage des opinions de chacun. D'accord. Est-ce qu'on pourrait prendre un exemple sur un objet fictif ou une boîte qui veut créer, je sais pas, une liseuse, par exemple, tu vois? Oui. Donc, par exemple, là, ça va être plus que ça va pas être. Par exemple, vous avez décidé, vous êtes un groupe de presse et vous avez décidé tout d'un coup que c'était une bonne idée que c'était une bonne idée. Là, je vais donner un exemple du growth sprint à l'action, quoi. Donc, on est dans le growth sprint, tout d'un coup, il y a quelqu'un à la direction du groupe de presse qui se dit « Ah, c'est une bonne idée d'avoir une liseuse pour feuilleter des PDF en ligne parce que nos lecteurs, ils ont plus de 50 ans et ils adorent le design du journal papier et ils n'aiment pas bien le design du journal en HTML. Donc, on va leur faire une petite liseuse. » Donc, dans un workflow traditionnel, waterfall, on va mettre ensemble le cahier des charges, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette liseuse, blablabla. Donc, on va y passer quelques jours, voire quelques semaines. À partir de là, on va faire une estimation financière. On va dire combien ça va nous coûter de faire ça. On va faire une roadmap et on va mettre ça en route. Et 6 mois après, 3 mois après, 4 mois après, selon la longueur du projet qui a été prévu, qui sera évidemment plus long en waterfall, eh bien, on lance le développement et puis dans 6 mois, on se reparle pour voir dans quel état on est sur la liseuse. Okay. Dans le cas de l'agile, du growth sprint, on va se poser tout de suite la question business. On va se dire, OK, mais c'est peut-être une bonne idée, mais est-ce que c'est une bonne idée pour le HIPO, le highest paid employee in the company, ou c'est une bonne idée pour les consommateurs? Parce que le growth sprint, il est centré sur les consommateurs. On met le consommateur au centre. Et donc, on va se dire, qu'est-ce qu'on peut faire en 15 jours pour savoir si cette hypothèse, donc on évite de parler d'idées en growth sprint, et c'est pas seulement des jeux de mots qu'on veut faire ici, c'est parce que dans l'idée, tout de suite, la réaction, c'est mauvaise idée, bonne idée. Voilà, non. Donc nous, on parle d'hypothèse, on va dire, dans l'hypothèse qu'on est en train de mettre en route, que soi-disant, les gens aimeraient lire le PDF en ligne, en feuilletant les pages, qu'est-ce qu'on pourrait bien tester tout de suite pour savoir si cette hypothèse, il y a de l'appétit pour cette hypothèse. Donc c'est ça la première démarche. Donc quel MVT on peut faire, Minimum Viable Test. Et là, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, par exemple, on va placer en bas des articles un bouton qui va dire « Lire l'article sur notre liseuse ». Okay. Donc c'est un petit bouton, les gens cliquent dessus. Et alors évidemment, ça ne va pas fonctionner. Et là, on va avoir une petite pop-up, on va dire aux gens « Notre liseuse est en cours de création.
Si vous souhaitez être parmi les premiers à tester cette liseuse, rentrez votre email. Donc, le temps qu'on aura de développer ça va être très très court dans le sprint, et il va nous permettre de capturer de la data pour savoir simplement quel est le pourcentage des gens qui sont exposés au bouton, qui, cliquent sur le bouton, donc déjà, est-ce qu'il y a un premier désir, et qui, vraiment le veulent et mettent leur email. Et donc, sur la base du résultat quantitatif de ça, tu pourras prendre une décision claire. Si tu as eu 30% des gens qui cliquent sur le bouton et 50% de ceux qui ont cliqué sur le bouton qui disent oui, je veux la liseuse, bah, tu peux peut-être passer un deuxième test en te disant bon, bah alors est-ce qu'ils payeraient pour cette liseuse, ces gens-là? Tu vois? Si tu as eu 0,1% des gens qui ont cliqué sur le bouton et que tu as eu 0,0001% des gens qui ont mis leur email, là tu as compris que c'était peut-être pas la peine de dépenser 60 000 € à faire ta liseuse. Voilà. Donc j'ai une mauvaise nouvelle, les gens la veulent pas, mais j'ai une bonne nouvelle, j'ai évité de dépenser 60 000 $, de focaliser les gens de mon équipe sur une idée qui n'allait pas fonctionner, sur une hypothèse qui n'allait pas fonctionner, et au contraire de les faire travailler sur une hypothèse qui éventuellement pourrait fonctionner. Voilà. Est-ce que, juste comme ça, hein, ça ne contredit pas parfois l'idée qu'on peut aussi lancer un produit en mettant une dose de marketing gigantesque? En fait, il y a une élimination totale du risque business là. Mais parfois, les grands produits sont issus d'un grand risque. Alors, il n'y a pas d'élimination du risque business, il y a une répartition du risque, ce qui est différent. Non, tu lances toujours ton idée, mais au lieu de te dire « je suis le grand Manitou qui sait tout et je vais expliquer aux consommateurs ce qu'ils doivent consommer et je vais mettre plein de pognon marketing pour leur dire ce qu'ils doivent consommer », tu te dis « je suis peut-être pas le grand Manitou et je sais peut-être pas ce qu'ils veulent et je vais pas prendre le risque de dépenser tout ce pognon parce que c'est pas le mien et je vais pas prendre le risque de dépenser tout ce pognon, je vais tester si mon idée a, comme on dit en anglais, du leg, tu vois, de la vélocité derrière. » C'est tout. Donc, on peut avoir des grandes idées, mais on peut les lancer par étapes. Et une fois encore, je prends l'exemple de Facebook, parce que je pense qu'elle est criante, mais je pourrais prendre l'exemple de Netflix. Le mec, il lance des CD, de location de CD. Il lance pas une compagnie de production il lance pas une compagnie de production de shows. Pourtant, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ils dépensent des millions et c'est le plus gros producteur de shows aujourd'hui dans le monde. Le mec, le jour où il s'est réveillé et qu'il a lancé Netflix, il avait, je sais pas s'il n'y avait pas pensé, hein, j'étais pas dans sa tête, mais en tout cas, c'est pas ce qu'il a lancé. D'accord ? Donc les grandes idées, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire comprendre, quand on regarde le succès des grosses boîtes digitales, mais pas seulement, contrairement au mec qui a lancé les bouteilles de Volvic, hein, ou qui a lancé une usine de bagnole, il sait ce qu'il veut. Il veut faire des voitures. Ok, donc je mets une chaîne de montage, il faut 4 roues, il faut un moteur, il faut un tableau de bord. Ok, ça c'est clair. À la fin, il faut que j'ai une bagnole. Ok, c'est clair. Je suis Volvic, à la fin, il faut que j'ai de la flotte dans une bouteille avec un capuchon au-dessus pour pas que la flotte se barre. Et puis, il faut que je mette ça dans les supermarchés. Okay, alors, je ne dis pas que ces business sont des business faciles, hein, mais je dis dans le déroulé, c'est captable l'information. Mais quand tu regardes Facebook, quand tu regardes Netflix, quand tu regardes des tas de business comme ça, les mecs ne savaient pas à quoi ça allait ressembler à la fin. Et d'ailleurs, la fin, c'est quand, au juste? Il n'y a pas de fin. Ça évolue sans arrêt. Donc, aucun d'entre eux n'a imaginé ce qu'il a vu maintenant. Et d'ailleurs, il y a une caractéristique, il y a une analyse qui a été faite, je ne me souviens plus par qui, mais genre un McKinsey, qui a montré que les startups qui fonctionnaient le mieux étaient des startups qui avaient flippé à un moment. Pense à Google. Google, plus personne s'en souvient, mais je crois autour de 2000, des années 2000, quelque chose, je ne me souviens plus exactement de la date, Google se demande s'il ne va pas se vendre à la boîte de publicité dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, qu'ils ont racheté plus tard, parce qu'ils se disent on n'arrive pas à faire de pognon, et donc il faut qu'on se rapproche d'une boîte qui nous permette de faire du pognon, et ils sont prêts quasiment à se vendre à cette boîte. Et ils vont faire l'inverse, ils vont racheter la boîte et devenir le succès qui est aujourd'hui. Voilà. C'est l'inconnu. Ouais. Google n'avait pas imaginé AdWords. Tu remplaces la vision par le test. Tu remplaces... par l'adaptation. Moi, je dirais plutôt, tu remplaces l'arrogance par le test. La vision, tu peux toujours avoir une vision, mais il faut être pragmatique. Dans le monde connecté que nous avons, dans ce monde en réseau que nous avons, dès qu'il y a un élément du réseau qui bouge, ça fait bouger l'ensemble de l'équation.
Okay, et qu'on le veuille ou pas, qu'on ait envie de simplifier ou pas, ça ne changera pas le problème. Okay, et donc, il faut s'adapter, et pour ça, il faut des outils pour gérer cette incertitude. Et le Growth Sprint, c'est cet outil, c'est de dire on va faire marcher l'ensemble de la production de mon projet au même rythme. Et un rythme où je réduis le risque parce que je n'ai pas de raison de l'augmenter si je peux le réduire. Il faut être pragmatique. Voilà. Mais alors, Jeff, qui décide au bout de 15 jours là, que les tests sont concluants ou pas? Parce que si c'est là encore le Heiko, là, celui qui a la plus grosse voix, on va dire, qui dit si, c'est bien. Alors, dans le concept du Growth Sprint tel qu'on le propose, n'importe qui peut proposer des idées à faire rentrer dans le sprint et chaque personne est responsable pour évaluer le score de son idée. D'accord ? Ouais. Mais la façon dont l'idée est décrite, il y a ce qu'on appelle des KR, il y a des Key Results. Okay ? Donc, à l'avance, la personne qui propose cette hypothèse annonce la couleur. Par exemple, elle va dire « Je vais faire augmenter cette idée, va faire augmenter, par exemple, va réduire la perte des consommateurs sur mon... Imaginons que je suis un site d'e-commerce et que l'abandon rate, comme on dit sur le cart, soit de 85%. Eh bien, la personne va dire, elle va proposer un MVT, ou par exemple, on va bouger un module à l'intérieur de ce cart, et elle va s'engager, elle va dire, ouais, moi je pense que si on fait ça, mon hypothèse, si on fait ça, on va réduire l'abandon rate de 5%. Donc la personne annonce la couleur à l'avance. Alors évidemment, c'est biaisé. Si la personne a envie de rêver et de dire on va la réduire de 30%, elle a le droit, hein. Mais c'est mesuré. Donc évidemment, la première fois que tu le fais, tu peux peut-être jouer les gourous et les héros, mais quand tu auras fait 3 idées et que tes 3 idées, le résultat est bien loin de ce que tu avais imaginé, au fur et à mesure, tu règles tes expectations, tes attentes, mais ce qui est important, c'est qu'on annonce la couleur à l'avance. Donc chaque MVT est mesuré, chacun, et on ne peut pas faire entrer dans de MVT qui n'ont pas de mesure. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le product owner qui est en charge de trier les MVT pour les proposer les trier, non pas de décider ce qui est mieux ou pas. Il regarde le score des MVT, il prend ceux qui ont le meilleur score, il les propose au Scrum Master pour les pousser dans le backlog. Là, les gens acceptent ou non de les faire. Okay, et donc, il n'a pas d'opinion, il regarde les scores. Et ensuite, on exécute. Et voilà. D'accord. Ça laisse pas non plus beaucoup de temps. Non, ça laisse pas de temps parce qu'on n'a pas de temps. Tu demanderas ça après au boss, hein, à Frédéric, mais Frédéric, il signe des chèques en blanc à personne, si tu veux. Donc, dans une entreprise, on fait des chèques en blanc à personne, on n'a pas le temps. Okay, il faut avancer. Et autant avancer sans opinion et avec des datas. Autant avancer en ayant de l'information qui est mesurable, si possible par le consommateur, puisqu'on fait des releases permanentes. Hein. Tous les 15 jours, on pousse le sprint au consommateur, en général, et on a des datas. Voilà. Autant savoir, on peut savoir maintenant. Ce qu'on appelle le concept de sense and respond, les entreprises doivent être en sense and respond. Je peux savoir à la seconde si mon truc a de l'appétit ou pas, quoi. Pourquoi attendre 6 mois? D'accord. Je crois que Christelle a une question à te poser, Jeff. Hello! Comment les différents frameworks agiles fonctionnent-ils entre eux? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, malheureusement, là, ici. Donc oui, entre eux, les frameworks agiles s'adaptent à certaines circonstances. Je vais en parler de 2, par exemple. On a le Scrum, où on est plutôt dans la production de quelque chose à grand rythme. Et puis, on a par exemple le Kanban, où on est plutôt dans la maintenance. Voilà. Donc, c'est comme ça que on a différentes... Selon les goûts et les couleurs, et selon où on est dans un projet, on utilise des concepts agiles un tout petit peu différents. Ils s'adaptent à des temps de projet, si vous voulez. Je pense que la question se référait plus aux différents concepts. On a le Growth Jam, on a le Growth Sprint, on a plusieurs frameworks comme ça. Et je pense que la question était plutôt dirigée comment ça fonctionne tous ces frameworks entre eux. Est-ce qu'il y a
les uns après les autres? Est-ce qu'il y a un système? Ah non, alors non, pas du tout. Alors moi, ce que je recommande, ça dépend où vous êtes dans la maturité. Okay, donc, si l'entreprise n'est pas du tout en agile, il faut commencer par mettre l'agile en place. Les équipes de développement, c'est souvent les équipes les plus faciles à mettre en agile. D'abord parce qu'elles en ont entendu parler. D'abord parce qu'elles ont intérêt à connaître le framework agile. Donc, elles ont intérêt personnellement à pouvoir mettre sur leur CV agile. Donc, elles sont plus enclins à accepter ce genre de méthodo. Et parce que aussi, ils sont tellement stressés par toutes ces promesses qui n'arrivent pas à tenir, par tous ces gens qui leur disent alors il est où mon truc, et il est où mon module, et il est où mon machin, qu'ils sont plutôt assez contents de passer en agile en général. Donc, commencer par ces devs, c'est une bonne idée. Et ensuite, ce que le growth fait, il rajoute des métiers, des couches. Il rajoute des couches de métiers à l'intérieur de la production. Donc, on va rajouter l'UX UI, on va rajouter le marketing. Et moi, ce que je conseille, c'est d'y aller petit à petit. Une transformation d'une entreprise waterfall en growth, ça va bien prendre 12 à 18 mois. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Voilà. Maintenant, l'agile, on peut le faire tout de suite en mettant des petites couches et ça va avoir un effet immédiat. Ça va avoir un effet immédiat. Parce qu'on peut faire passer son équipe en agile en 2-3 semaines sur les devs en 1 mois, on va dire. Je vais me faire engueuler par nos pros de l'agilité à Pentalog, mais moi je dis en 1 mois, allez, 6 semaines, on peut arriver à bien tourner en agile. Pour les devs, je peux pas. Et si, encore une fois, je reviens à comment ça s'enchaîne? Est-ce que initialement, je fais un growth jam avec ma team pour justement pouvoir créer plusieurs MVT et ensuite on rentre dans des growth sprints? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que j'organise un jam 1 fois par mois, 1 fois par an? Comment ça se passe? Ah, ok. Alors, d'accord, je comprends mieux la question là. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs états. Alors, c'est une question qui est très vague. On va essayer de ne pas y passer 3 jours. Hein. Il y a 2 grands états. Soit vous êtes déjà en production, soit vous voulez inventer un produit. Okay. Si vous voulez inventer un produit, c'est différent parce qu'il y a un framework qui s'appelle le Design Sprint qui vous permet de faire le premier produit. On en a parlé la dernière fois un peu et j'ai fait un webinaire là-dessus. Donc, le Design Sprint, c'est un workshop de 4 jours qui permet d'inventer un produit. D'accord ? Une fois qu'on a inventé ce produit, à la fin du Design Sprint, on se retrouve avec un prototype et on va passer ce prototype à ce qu'on appelle Minimum Viable Product. Okay ? Donc, le prototype, c'est un truc entre nous. Le Minimum Viable Product, c'est un produit qu'on va lancer en public, histoire de commencer à récupérer de l'information sur comment ce produit il est perçu. Donc, on a fait notre design sprint, même moi je me mélange. On a imaginé à la sortie de ce design sprint, on a un proto, et là l'équipe se met en production pour créer le MVP. Et là, quand on se met en production, si growth ou agile. Voilà, ça dépend de notre niveau de maturité. Et de façon régulière, il va falloir nourrir le backlog de nouvelles idées, des fameuses MVT. Et donc, on va faire une réunion tous les 2 mois pour créer des tests. Alors, ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que l'équipe peut faire ses tests sans faire de réunion. Hein. Chacun peut nourrir le backlog de tests à travers, par exemple, une spreadsheet. Mais si le Scrum Master éprouve le besoin de rajouter des tests, eh bien, il va pouvoir faire une réunion collective. Et là, on a un framework qui s'appelle le Growth Jam, qui permet de faire une réunion d'1 heure à 1h30. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce petit problème technique qui nous fait du bien, qui nous rappelle qu'on n'est pas grand-chose au fond. On était là, on était bien, on était avec Jeff. On finissait quand même avec Jeff cette demi-heure sur le Growth Sprint. Christelle, tu avais posé des questions sur comment travailler les différentes techniques et les frameworks agiles. Et moi, j'allais finir en te demandant, Jeff, est-ce que ce que tu nous racontes, c'est quelque chose que vous réservez aux clients Pentalog ou est-ce que Pentalog se l'applique aussi à soi? Est-ce que c'est si efficace que vous le faites en interne et pour vos projets? Donc, on l'applique à Pentalog comme les autres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'applique de façon progressive. Parce que même une entreprise comme Pentalog qui est très agile, eh bien, il faut du temps pour passer d'une mode agile à un mode growth agile. Et donc, je dirais, c'est une méthodologie qu'on a vraiment formalisée depuis environ 2 ans
Et on a commencé à l'appliquer à un Pentalog assez vite, environ 18 mois à peu près. Et on accélère. Mais c'est une grosse entreprise, un Pentalog, c'est 1200 personnes. Et donc on accélère doucement, mais on accélère. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jeff, pour cette belle demi-heure. On va peut-être en faire un montage, nous verrons, un condensé de tes propos avec un glossaire, peut-être en temps réel, parce que la spreadsheet du backlog du Growth Sprint après le Growth Jam, il faut quand même un certain niveau de concentration pour y arriver. Ouais, c'est Édouard Philippe, il m'a texté là, il était très embêté quand on lui ait pris la vedette. Il m'a demandé le glossaire. Donc, je te prie de ne pas oublier qu'on fasse ce glossaire. Ils en ont besoin en ce moment, apparemment. Ça marche. Eh ben, merci, Jeff.